Tahiti et ses îles regorgent d'espaces naturels extraordinaires. Une nature qui est au cœur de la société polynésienne et de ses traditions. Parmi elles, l'umuhei, un bouquet parfumé que les femmes portent pour séduire leurs amants. Pour Stéphane, sourceur en matière naturelle odorante, ce bouquet pourrait bien contenir des ressources inédites très intéressantes. C'est pourquoi il a demandé à Lovaina, une parfumeuse locale, de lui venir en aide. Lovaina lui a organisé un rendez-vous avec Jean-François Buteau, un botaniste spécialiste de la région Pacifique, et Sarah Vaki, une marquisienne détentrice des savoirs coutumiers. Bonjour Lovaina. Yarana, Stéphane, bienvenue. Merci à toi de m'accueillir dans ta belle île. T'as vu ça? T'as vu notre lieu magique? C'est magnifique et c'est reposant avec ces bénis des dieux ici. C'est béni des dieux. C'est entre Tu vas voir, douceur de vivre, je vais te faire découvrir des senteurs, des bijoux du Pacifique, tu vas adorer. Tout ce que tu vas nous ramener. C'est une chance de découvrir une parfumeuse ici sur une île comme ça. Ah bah c'est une île qui inspire au niveau olfactif, tu vas voir. Donc forcément, ça m'a poussée à faire ce métier. Ok, quel programme là alors du coup? Je vais te présenter donc Sarah qui va te confectionner un bouquet de umehei et un botaniste, Jean-François, qui est au top et qui connaît tous les petits secrets de notre île. Ah bah génial ça. Enfin découvrir la culture marquisienne et tahitienne. C'est ça. Voilà, Sarah, d'accord, qui maîtrise parfaitement la confection du bouquet. Kaora. Et un spécialiste botanique, Jean-François. Yarana, bienvenue. Merci. Lovaina, plaisir. Alors ce fameux collier umuhei. C'est l'ensemble des plantes, donc Sarah va nous les présenter, oui. Et moi j'étais très surpris. Je savais effectivement qu'il y avait cette tradition en Polynésie d'offrir des fleurs comme ça. Et est-ce que c'est pas aussi une manière de fixer dans tous les gens qui viennent ici à Tahiti, de leur dire voilà, il y a ce parfum, et on s'en souviendra toujours, ce parfum de fleurs de tiare. En disant tiens, ça me rappelle Tahiti, c'est un peu ça. Il y a un peu de ça, mais c'est surtout l'accueil. L'accueil qui est important chez les Polynésiens. Mais c'est aussi les plantes, les fleurs de tous les jours. Oui. Il n'y a pas que l'accueil, c'est toi, quand tu te lèves, tu vas te mettre quelque chose derrière l'oreille. Oui, parce que sinon je suis... Nu. Ah, c'est ça, c'est la fleur. C'est comme Marilyn Monroe qui portait Chanel numéro 5 pour dormir. Toi, tu portes juste une fleur. Voilà. C'est ça? Donc ça, ce sont l'ensemble des matières qui constituent l'umuhei. L'umuhei? Umuhei. Umuhei. Hei, c'est la couronne. Oui, c'est la couronne. Donc c'est pas un collier, c'est un... C'est un bouquet. C'est un bouquet. Et son parfum qui fait que lorsque quelqu'un passe avec un umuhei, tout le monde fuit. Ils sont bons. C'est comme la confection d'un parfum, plus t'attends, plus il mûrit et plus les matières odorantes s'harmonisent entre elles et du coup ça te fait un parfum unique. C'est ça la difficulté, c'est comme un nez en fait. Il faut bien doser les ingrédients pour pas qu'on sente une ou en fait, tu es une ça parfumeuse, tu es un nez en fait finalement. Ça. Oui. Donc là, tu vas le composer avec cette aiguille là, cette petite aiguille, c'est ça? Ah oui. Donc, Sarah s'est fabriqué une aiguille avec la nervure d'une feuille de cocotier. Et son fil, c'est de l'écorce du puraou, de l'hibiscus. Et là, Sarah, c'est une recette que tu tiens de ta mère, de ta maman De toutes les mamans de Fatou. D'accord, donc vous transmettez ça entre femmes. Oui. Ça permet de faire adhérer la poudre aux yeux d'ananas. D'accord. Bonheur. Sarah assemble avec maîtrise différentes plantes locales odorantes pour constituer l'umuhei. Fleurs de tiare, feuilles de fougère et de basilic, racines de vétiver ou encore fleurs odorantes de pandanus. Une fois porté par la bien-aimée, ce bouquet odorant sera mélangé à du monoï pour masser son amant. Voilà le umuhei. Ah, superbe, superbe. Merci. Et à ne pas porter qu'une seule journée. Parce que demain, il aura une meilleure odeur encore. Demain, ce soir même, il va...
Voilà, il y a un certain nombre de notes qui, effectivement, j'aimerais bien explorer avec toi, Jean-François, en montagne, dans les vallées, cueillir, récupérer quelques matières comme ça sur lesquelles on pourrait faire des expériences. Bon, l'important, c'est peut-être plus travailler sur des espèces indigènes ou d'introduction polynésienne qui ont vraiment une histoire en Polynésie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, on parlait de cette fougère. Donc le maïré, c'est une fougère assez commune des îles de la Société. Donc dans quasiment toutes les vallées, on va la trouver à basse altitude, bord de rivière, dans les vallées humides ou un petit peu plus sèches. Donc c'est assez facile à trouver. Et quand on va justement à chercher cette fougère et qu'on la cueille, elle sent déjà? Oui. D'accord. Oui. Déjà un petit parfum. Moi, je trouve ça intéressant parce que notre fougère, c'est un assemblage de différentes notes en parfumerie. Et le fait d'avoir une fougère particulière qu'on pourrait référencer, extraire, distiller, peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Justement, venant de Tahiti, ça peut être vraiment quelque chose de différent. Stéphane s'est focalisé dans un premier temps sur les fougères. Jean-François l'a donc convié à explorer avec lui la vallée Fotoa, le paradis des fougères odorantes. Les forêts tropicales humides de Polynésie en général possèdent une richesse naturelle spécifique très élevée, l'une des raisons de la venue de Stéphane à Tahiti. On ne devrait pas tarder à arriver dans des coins à fougères intéressantes. Ouais. Et donc en voilà, sur notre droite. Ben en voilà une. Donc ça c'est la fougère, une fougère épiphyte. Et ça c'est uniquement utilisé aux marquises, comme plante cosmétique, odorante, dans les couronnes. Donc les gens collectent les différentes frondes et font des couronnes avec et mettent ça sur la tête. Et c'est probablement lors de plusieurs heures de séchage sur la tête ou le lendemain que ça va sentir le plus. Ouais, si on peut en prendre quelques frondes, et puis parce que là, ils sont quand même très, très humides, et je pense qu'il faut vraiment les laisser sécher. Et ça, c'est typiquement comme toutes les fougères polynésiennes. C'est pas frais comme ça tout de suite, il va y avoir l'odeur qui se développe, c'est un peu plus tard. D'accord. Ouais, donc je vais en prendre une dizaine de feuilles, si tu permets. Fronde, monsieur, de fronde. fronde. Parlons bien. De fronde. Voilà, donc là tu vas voir le vrai Opouhi des vallées tahitiennes. C'est tout ça là. Et lui il a la particularité de faire les fleurs à la base. Donc là, cette plante là, tu peux froisser les feuilles. Sentir la tige écrasée. Ah oui. C'est marrant, ça fait un gingembre, ça fait une note gingembre, poivrée. C'est quand même assez agréable, moi je trouve. Ouais, c'est très agréable, c'est très frais. Donc les Polynésiens ou les Tahitiens, puisque c'est surtout à Tahiti que c'est abondant, utilisaient les feuillages du Opouhi pour faire les litières, pour dormir la nuit, pour les séparer un peu du sol, et puis ça avait une odeur assez agréable Un côté qui aphrodisiaque. repousse. Ils étaient entre hommes, hein, qui repousse les insectes, petits insectes, etc. L'intérêt de travailler sur les feuilles, c'est que c'est renouvelable. Hein, il y a une puissance qui est différente sur la feuille. Moi, je trouve ça beaucoup plus puissant sur la feuille que sur la tige. Non, on pourrait faire des prélèvements de feuilles, ouais. Hein. Mais on peut prendre des jolies, des fraîches, tu peux les rincer. Là, ça touchait pas. On va aller les rincer à la rivière, peut-être. Ouais. En prendre quelques-unes de plus, 3-4 de plus, peut-être, si tu peux. Oh, j'avais pas de celui-là. Ah, là, il y a une belle nahé. Une fougère. Nahé, que tu c'est la voulais fougère. voir. Voilà, une des fougères encore. C'est la vallée aux fougères odorantes ici. Ah oui. Donc tu l'as juste dessus de nous là. Ah, tu coupes carrément le... Bah là tu auras Ah bah là, je Après. peux faire là. Hein. tout ce que tu veux en quantité de penne, pinule, etc. Voilà, c'est la plus grosse, Wow. une des plus grosses fougères qu'on ait en Polynésie. Cette fougère-là, on peut la multiplier si tu en as besoin en quantité assez importante, sans prélever des pieds naturels ou s'il n'y en a plus assez. Elle se multiplie par bouturage d'écailles. Je vais prélever une écaille, si je ne me plante pas. Voilà. Donc c'est ces écailles-là qui doivent pouvoir se couper en petits morceaux ou entièrement. Et la nouvelle fougère repart à partir de ça.
Il y a quand même une petite odeur. Hein. Oui. Et c'est pas tout de suite qu'on sent l'odeur. On va attendre un peu plus séchage, ça va être mieux. Ouais. Ok, coupe-moi une fronde et puis à ce moment-là, je vais faire un prélèvement. Hein. Voilà, t'as tout ça. Ouais. Nos amis abordent maintenant un passage très dangereux. Ils renferment des plantes incroyables, des hépatiques, cousines des mousses, qui développent des odeurs très remarquables et puissantes. On va peut-être s'arrêter par là, Jean-François, parce que là, comme il pleuvait là-bas, c'était compliqué de faire un prélèvement. Je fais un prélèvement ici. D'accord, Le d'accord. calou, ça sera aussi bien. Ah, ça sent vraiment le côté animal très fort, la civette, là, c'est... Ça sent, hein. Waouh. C'est puissant, hein. Ça, c'est intéressant d'avoir justement une plante comme ça qui sent les notes animales. On n'aura plus besoin d'exciter ces chats sauvages pour obtenir cette matière-là D'accord. en parfumerie. C'est étonnant qu'on puisse voir cette plante couleur vraiment vert fluo. Hein. Et tu disais qu'elle pousse vraiment dans des endroits très très humides. Humide, sombre, sur la rocher. Et ça, c'est hyper pratique sur le terrain. Si tu n'as pas d'endroit pour extraire ou des choses comme ça, tu peux déjà rentrer ça en Tenax, tu les enfermes dans ce petit tube. Et après, tu les emmènes au laboratoire et ils vont les désorber. Ils vont analyser toutes les molécules qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps, ils peuvent identifier par le nez. Ils ont un nez électronique. Et on va identifier chaque pic, en fait. Et voilà l'odeur du Riccia emprisonné qui va être analysé maintenant sur Grasse. Lovaina, entre-temps, a pris rendez-vous avec Monique Champon, responsable d'une ferme perlière réputée sur l'île de Tar. La poudre de nacre issue de perles noires est riche en minéraux organiques. Si elle est utilisée en cosmétique revitalisante pour la peau, elle pourrait éveiller l'intérêt de Stéphane pour les parfums. Joli hein, comme quoi. Hein. C'est beau, tu vas voir. Je vais te présenter du coup Noui, qui travaille à la ferme perlière de Madame Champon, et il va pouvoir t'expliquer tous les petits secrets de notre petit bijou. Voilà la Noui. Bonjour Lovaina, ça va? Ça va bien? Ça va. Voilà, je te présente Stéphane. Yorana Noé. Stéphane, bienvenue à Taha. Merci. Ça va? Merci à toi. C'était en plein travail là. Voilà, je préparais l'huile justement pour vous expliquer comment on fait les perles chez nous et tout ça. La perle naturelle, c'est un grain de sable qui vient se loger dans une huître qui va endommager la lèvre. Ça va faire un petit greffon. Le greffon, il est en contact avec ce grain de sable et il va sécréter de la nacre autour. Maintenant, le temps que le grain de sable vient endommager la lèvre, c'est pour ça la rareté de la perle naturelle. Là, on a essayé de reproduire la même chose. On a préparé les greffons. On va rajouter à ça, on va remplacer le grain de sable par un nucléus de forme bien ronde. Et où on va les mettre pour qu'ils soient toujours en contact dans l'organe reproducteur de la receveuse. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 18 mois? Le greffon, en fait, va se développer autour du nucléus. Il va former un sac perlier. Et le sac perlier va sécréter de la nacre fine couche par fine couche tout autour. Voilà le processus, le secret. D'accord. Oui. Alors, si la première perle qu'on va récupérer, elle est tout simplement belle, un beau lustre, une belle forme, eh bien, nous, on va continuer la surgreffe. On va introduire un nucléus de la même taille que la perle que tu récupères. Donc, un plus gros nucléus. On la referme une deuxième fois et ça repart 18 mois sur la ferme. Donc ça va reprendre encore 1 ou 2 mm supplémentaires. Exactement. L'huître, elle y voit que du feu. C'est la même taille de nucléus par rapport à la perle. Le même sac perlier à l'intérieur va refaire de la nacre tout autour du deuxième plus gros nucléus. Voilà. Est-ce qu'il y a une taille maximale de nucléus? Alors, ben non. Ben non. Non. Je
crois que la plus grosse pelle qui a été enregistrée ici en Polynésie, c'est 22 mm. De bonne qualité. Hein. Faire des grosses pelles, c'est facile. Mais faire des grosses pelles sans imperfection, c'est un peu plus rare. Et c'est la couleur du manteau qui va donner cette couleur noire? C'est la nacre. Voilà, c'est la couleur de la nacre à l'intérieur qui va donner la couleur, en fait. Donc, on peut avoir plusieurs couleurs. On a même 18 albinos. Hein. Ça, c'est rare que ça arrive. Mais on peut faire aussi cette couleur blanche à l'intérieur. Ah, d'accord. Voilà. C'est rare, mais on arrive à faire des couleurs, des perles blanches. C'est vraiment passionnant de voir ce que peut apporter la nature grâce aider un petit peu avec la main de l'homme. Je ne sais pas si tu connaissais toutes ces informations, toi. Je ne connaissais pas toutes les informations, je connaissais le processus, mais pas tous les détails comme Noui a réussi de le moi, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est que je vois dans ces nacres, etc., un potentiel en fait intéressant parce que les Japonais utilisaient les nacres en fait comme poudre pour blanchir la peau, etc. Mais ils ont aussi traditionnellement les samouraïs portaient un petit sachet de poudre parfumée autour du cou. Et je me dis que la nacre peut être un bon support, si tu veux, de parfum. Et donc, ça ferait un complément, en fait, d'utilisation, en dehors de la perle, la possibilité d'avoir des nacres de coquilles utilisables pour le parfum. Le parfum. Quand tu parles des petits colliers au Japon, c'est vrai que c'est une coutume qui a été depuis très longtemps. Hein, les petits pomandiers, déjà. Oui, c'est ça. Voilà, on s'en servait pour repousser les maladies. Au Moyen-Âge, on pensait que le clou de girofle, déjà, ça repoussait les maladies comme la peste. Et bien là, on va voir si on peut s'en servir, en tout cas, pour faire un bon support pour que le parfum puisse tenir. Et puis, peut-être que ça peut intéresser les gens allergiques à l'alcool. Ce serait une autre manière de se parfumer sans avoir à mettre du parfum. Ça serait idéal pour nous ici. Ouais, ça serait bien, hein. La perle noire est un élément naturel. Toutes ne sont pas parfaites, il faut les trier et garder les plus belles, mais aussi les plus chères pour la joaillerie de luxe. Bonjour Maïva. Bonjour. Bonjour Maëva. Ah, t'es en plein tri? Oui, alors j'essaye de sélectionner des perles baroques pour faire des bracelets fantaisie qu'on vend ici. Donc ici, on a 3 formes de perles. Donc il y a les baroques et cerclées qu'il y a ici, qui sont irrégulières avec des cercles autour. Ensuite, il y a les semi-baroques qui, elles, sont un peu plus régulières. Elles ont moins de cercles et elles ont un axe de symétrie. Et les rondes. Donc évidemment, c'est les rondes qu'on essaye de faire parce que ce sont celles qui ont le plus de valeur. Et après, parfait. plus elles sont grosses, plus elles ont de valeur. La couleur n'y fait rien, par contre. Non, la couleur, c'est qu'une question de goût personnel. Les 3 critères qu'on utilise vraiment, c'est la taille, la forme et la qualité. Donc la qualité, c'est en fonction du lustre et des imperfections. Lustre et imperfection. D'accord. Et alors moi, ce qui m'intéresse, Maëva, c'est en fait la poudre, hein, la nacre qu'on pourrait retirer quand tu perces, parce que ça, on pourrait peut-être parfumer ça. Ça pourrait être un nouveau marché. C'est vrai qu'on en a beaucoup quand on perce les perles. Hein. Donc, pour tous les bijoux qu'on doit faire, on doit percer la perle. Et on récupère beaucoup de poudre qu'on n'utilise pas actuellement. Vaina, je te confie ça. Oui, voilà, j'ai récupéré ça et je vais essayer de le parfumer pour te faire quelque chose qui sente super bon. Génial. L'île de Taha est aussi surnommée l'île vanille à cause de sa production importante de vanille tahitensis. Selon Jean-François, elle résulte probablement d'une hybridation de l'espèce Planifolia et Odorata. Stéphane travaille déjà sur la vanille Bourbon de Madagascar, mais celle de Tahiti est exceptionnelle. Ses arômes anisés font les délices des plus grands chefs. Une particularité olfactive qui pourrait se marier à la poudre de nacre et offrir un mélange intéressant pour les parfumeurs. C'est rigolo. Il y a un petit oiseau qui a fait son nid à l'intérieur, c'est mignon comme tout. Ouais. Voilà, comme tu peux voir les plants de vanille. Ah oui, je vois, oui. Je vois les lianes, ça y est. Tu vois les lianes. On va pouvoir en sentir certainement tout à l'heure. Et on aperçoit voilà, quelques gousses. Et c'est pas vraiment la saison, c'est pour ça. Voilà. Donc là, on voit les gousses, là, les fleurs qui sont au bout, qui donc sont flétries. Et puis les premières gousses apparaissent. Donc il faut attendre encore quelques temps avant de les récolter, celles-là.
Ah, ils ont mis un plastique pour effrayer les oiseaux, sans doute. Hein. Sûrement. C'est très inspirant ton métier. Tu as de la chance d'aller tout le temps dans la nature, repérer toutes ces belles matières premières. Bah écoute, c'est bien. Moi, à chaque fois, on voit des choses différentes. La vanille Tahitian Sea, c'est une des variétés vraiment très, très spéciales, très différentes et avec des notes, là encore, différentes de celles de Madagascar. Alors, peut-être aller sentir d'ailleurs quelques vanilles. Ils ont perdu cette sensation, oui. Là, voilà la fameuse vanille. Ah. Alors déjà, t'as vu, ça sent. Hein, Elle est bien grasse, elle est... Ah. Elle est charnue, elle est appétissante. Ah, c'est appétissant. Hein. Il y a de Tu l'odeur. vois, moi je trouve qu'elle a cette note différente de celle de Madagascar. On a une note un peu anisée, tu vois ce que je veux dire? T'as vu, après, il y a le petit côté fleuri. Mais là, je pense à une idée sur celle de Tahiti qui a des notes florales, des notes anisées. On pourrait peut-être travailler sur les poudres de vanille et donc du coup essayer cette poudre de vanille mélangée aux poudres au nacre de perles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, Après, c'est faut une voir, bonne idée de travailler faut là-dessus. voir sur la durée. Donc on aurait un produit 100% tahitien. Oui, même de Taha, hein. Et même de Taha en plus, ouais, exactement. 100% de Taha. Le lendemain, nous retrouvons Stéphane sur les eaux de l'océan Pacifique en direction de Raiatea. Lovaina est rentré sur Tahiti travailler dans son laboratoire sur les poudres de nacre. Stéphane a lui décidé d'explorer une autre route, celle du mont Temehani qui mène au Tiare Petai, une fleur endémique qui a bercé une des plus belles légendes de la Polynésie. Mais avant d'entreprendre l'ascension, Stéphane décide de se rendre sur le Marae Taputapuatea, situé dans le village d'Opoa, qui fut le siège du pouvoir religieux et politique de la Polynésie. Les habitants y déposent toujours des statuettes de pierre et divers objets de dévotion, en l'honneur de la reine qui baptisa l'île en souvenir de sa mère Rai et de son père Atea, qu'elle n'a jamais connu. C'est sur l'île de Raiatea que les premiers hommes choisirent de s'installer il y a plus de 1000 ans. Tous les Polynésiens la considèrent comme le berceau de la civilisation maori. Stéphane commence sa marche au pied du mont Temehani. Il a rejoint Thierry Laroche et son fidèle compagnon de marche, Karl. Thierry est un guide passionné de l'île et surtout un puits de science en botanique. Il va guider Stéphane dans sa quête de plantes qui mène au Tiare Petai. Donc voilà, ici on peut voir la fleur de gingembre. Ah, la fleur de gingembre, Voilà. d'accord, la Le fameuse ouais, pour le gingembre polynésien, on va dire. ginger shampoo. Ginger shampoo, voilà. Donc c'est avec cette fleur-là que les gens se nettoyaient, quoi. C'était bon pour la peau, c'était bon pour les Une sorte cheveux. de pour les savon, en cheveux. fait, hein. Voilà, c'est une genre de savon. Hein. Ça dure que 6 mois de l'année. Elle fleurit comme ça? Et après, une fois qu'elle commence à arriver à maturité, la fleur, là, elle va commencer à faire des petites fleurs aussi sur le côté. Hein. Voilà. D'accord, ouais. Et dans la fleur, on va trouver le fameux shampoing, hein, en pressant un peu la fleur, voilà. Donc là, on voit le liquide translucide, hein, ça fait comme du gel douche. Hein. On va trouver le fameux shampoing, là, c'est un peu visqueux, hein, c'est translucide. Pareil, c'est un petit goût de gingembre, hein, légèrement. Ouais. Et puis les gens se lavaient les cheveux, se lavaient le corps avec. Hein, c'était voilà. C'est le Tahiti douche Local. Voilà, c'est le Tahiti douche local. Voilà. C'est antiseptique? Voilà. Non, même pas, si? Ça Non. peut aussi. Hein. Ouais, il y a quand même cette arrière senteur de gingembre. Ouais, un petit peu.
et après on range, ok? Mais le clou de cette expédition est une plante unique au monde, l'étrange Tiare apetae. Jolie fleur blanche formée d'une demi-corolle de pétales en forme de main qu'on ne peut voir qu'à Rayatea et qui est protégée par la loi. Donc on fait attention. Okay. On la mérite cette plante, hein? Ah bah oui, hein, t'as vu? Attention, ça glisse, hein? Aïe! Oh, disons, c'est beau, mais Ils sont jolis, hein, sont bien. Et ça bien se mérite, blanches. hein? Ça se mérite, hein. T'as 4 vu heures le pour parcours arriver pas loin de 4 heures hein, pour arriver sur le pied là. Elle est superbe cette fleur, super. Ah oui, oui. Dommage qu'elle ne sente pas. Hein. Dommage qu'elle ne sente pas. Hein. Voilà, donc alors l'histoire du Tiare apetae, bah, c'est l'histoire, bon, il y a plusieurs versions, mais la version la plus, on va dire, la plus connue qu'on entend le plus, c'est celle où la fleur est arrivée ici bah, suite à, comment dire, au suicide d'une femme éplorée. C'est-à-dire qu'elle était montée ici voir son mari qui, soi-disant, devait partir à la pêche. Et puis en fin de compte, lui, il ne partait pas à la pêche. Il allait sur Taha. Il allait voir des copines. Hein. Et puis, le voyant pas revenir, de chagrin, elle s'est suicidée. Elle s'est coupée la main. Et quand lui, il est revenu, il est monté voir au Temeani, voir où sa femme s'était suicidée. Et quand il est monté au Temeani, il y avait toutes ces fleurs-là qui n'existaient pas, qui étaient en forme de main. Et pour lui, c'était un signe de sa femme. Voilà. Et c'est une fleur, malheureusement, qui a été victime de son succès. Hein. Dans les années 70, surtout au début du tourisme, on faisait des colliers de fleurs, on faisait des couronnes de tête pour les touristes. Même ici, même localement, quand il y avait des anniversaires, des baptêmes, des mariages, on en mettait partout sur les tables. Et puis bon, à l'époque... Ça devait être couvert alors du coup. Au dire des anciens, ne serait-ce qu'il y a encore 50 ou 60 ans en arrière, c'était tout blanc partout, il y en avait plein. Et puis bon, les gens à l'époque, ils s'amusaient pas seulement à casser la fleur, ils cassaient des fois aussi les branches parce qu'ils voulaient récupérer aussi des feuilles. Et le problème, quand on casse une branche sur un Tiare apetae, c'est qu'à partir du moment où on a cassé ici, ça va mourir jusque-là. Tu perds la branche. C'est-à-dire, c'est pas comme le gardénia où tu lui casses une branche, ça t'a des rejets sur les côtés, ça repart. Lui, ça repart pas. Dès que tu vas lui casser une branche, c'est fini, c'est mort, quoi. Alors à force de lui en casser une, plus une, plus une, après tu déplumes le pied et puis il reste plus rien, quoi. Mais il y a aussi, depuis peu de temps, depuis quelques années, hein, ça remonte quand même à 5-6 ans maintenant, il y a quand même un champignon pathogène qui nous tue les pieds malheureusement. Hein, et maintenant, c'est plus trop l'homme avec ses casses et tout qui nuit à la plante, on va dire c'est plutôt ce champignon hein, qui nous fait perdre tous les ans des pieds, voilà. Et le champignon, malheureusement, il n'est pas que sur ce plateau-là, il est aussi sur le plateau protégé. Donc sur le plateau protégé, les Tiare apetae meurent du champignon. Voilà, la nature, elle donne ce qu'elle veut, mais là, elle nous donne quand même une beauté qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est unique de trouver ça. C'est décevant pour le parfum, mais c'est joli pour l'île. Au moins, disons, monter ici, c'était difficile. On a vu une superbe fleur qui ne sent pas, malheureusement. Et par contre, la vue est extraordinaire d'ici. Hein. Ah oui, c'est magnifique, malgré qu'il ne fasse pas très beau. Hein, ça a quand même son charme, hein, avec les nuages là, qui s'évaporent, là, qui partent du bas. Là. Il commence à pleuvoir, il va falloir bouger. Ouais, là, surtout que ça glisse déjà. Montent. Donc on fait attention, ça glisse. Ouh. Wow. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans son laboratoire, Lovaina expérimente, teste, mélange les composants naturels évoqués avec Stéphane pour créer son futur parfum. Une sorte d'umuhei idéal à la poudre de nacre. Bonjour Lovaina. Bonjour Stéphane, ça va? Ouais, bienvenue chez moi. Ah, merci, c'est joli comme tout un atelier. C'est gentil. C'est là, voilà, c'est mon lieu où je lieu crée. de création. C'est mon atelier, mon lieu qui m'inspire. Ouais, super. Et puis, quelle vue, quelle inspiration, hein, c'est super. Ouais, on est immergé dans la nature. Bon, est-ce que tu as pu regarder un petit peu ces poudres? Oui, écoute, j'ai fait quelques petits essais, tu vas pouvoir sentir et me dire ce que t'en penses. Bon, écoute, allons-y. On a refait une petite constitution du umuhei. Tiens, tu vas sentir. Donc, avec le tiare et toutes les petites fleurs que tu as vues. Hop. Hop, merci.
Oui. Voilà. Là, on sent bien le basilic sauvage, la menthe sauvage aussi. On sent un peu moins le côté animal Oui, c'est de la sauge. Ouais, de la sauge. Hein, j'ai moins accentué ouais. là-dessus. Et puis il y avait cet ananas santal. Ouais. On sent un petit peu moins l'ananas, un peu moins fruité. Un peu plus moins floral. fruité, c'est ça. C'est un collier plus floral. Hein. C'est ça, il est plus floral. Et alors, ces fameuses poudres? Alors, les fameuses poudres de nacre. Du coup, tu vois, pour l'instant, j'ai fait trois petits essais. Un avec justement la vanille Taha, avec l'absolu. La vanille Taha, donc. Okay. Voilà. Donc ça correspond puisque la vanille Taha et les poudres viennent de Taha aussi. Voilà, la texture reste moins poudreuse que ce que tu souhaiterais. Donc là, on sent vraiment la vanille tahitienne, un peu anisée, très, très florale, gourmande. Voilà. Bon, la poudre apporte pas grand-chose, hein. C'est un support. C'est un support. Là, il faudra voir sur le long terme si elle fait déjà la vanille, c'est une note de fond, donc elle dure longtemps, mais on va voir si justement la poudre la fait tenir encore plus longtemps. Voilà, exactement. Ouais. La deuxième poudre, au moment où justement elle perce la perle, on voit bien, je l'ai ressenti après, il y avait cet aspect quand même coquillage nacre. Et je me suis dit, bon, ce serait vraiment intéressant de garder la texture et de la mélanger avec une autre poudre, justement, la poudre d'iris. Moi, je trouve que c'est intéressant avec la poudre d'iris qu'on a des poudres qui sont mélangées. On a cet aspect poudré qu'on a de toute façon, hein, dans l'iris notamment, et le côté fixateur qui est intéressant. Donc il y a un côté sillage dans l'iris que moi j'aime bien. Très bien. Là, c'est plus avec l'aspect liquide, mais avec un aspect plus volatile, et voir si elle a justement ce côté poreux qui est intéressant quand on veut imprégner les odeurs. Mis, là ? Du coup, on a mis des petits échantillons de santal. Ce qui serait intéressant, c'est d'accentuer le côté poudré en mettant des mélanges justement santal, iris. Après, si on veut rappeler le pays, il suffit de mettre des ananas ou des choses comme ça, ou des choses du collier ou mouet. Hein, ça pourrait être intéressant. Je t'ai fait sentir une dernière chose. Tu sais, on a vu la vanille de Taha, et je trouvais ça plutôt sympa de le mélanger dans un cocktail de bienvenue. Et donc, version parfum. Donc, j'ai fait un petit punch vanille. Oh là là. À sentir. Ah, pas à boire alors? Ah, après. Ah, je suis déçu. Après, je te propose l'apéro. C'est juste pour te faire une mise en bouche. Ah, voilà. Et alors là, on en boirait. Hein. Franchement, on a ce côté tipon, justement, avec ses notes de lime, hein, qu'on retrouve. C'est ça. Le côté légèrement vanillé, mais pas trop, parce que la vanille, quelque part, peut être un peu écœurante. Et moi, je trouve que ça, c'est bien dosé. Ouais, c'est intéressant, ça. Hein. Ah, moi, j'en boirais, rien qu'à sentir ça, j'en boirais. Ouais, j'étais sûre que ça allait te plaire. J'en ai au frais, je vais t'en servir quelques verres. Stéphane a abandonné l'Ovaina dans son laboratoire pour retrouver son ami Olivier Tauboul, qui dirige Pacifique Sud, une entreprise de produits cosmétiques polynésiens. Nous le retrouvons dans les environs du village de Papara, où il est accueilli chaleureusement sur la plantation de Tiare. Ah bah tiens, il y a Stéphane. Salut Olivier. Merci de m'accueillir. Je te présente Juliette, c'est la propriétaire du champ de Tiare Tahiti. Merci de nous recevoir. Ouais. Voilà, donc elle et son mari, ils cultivent des Tiare Tahiti depuis à peu près 10-15 ans et c'est un des fournisseurs principaux de notre usine à Papara. Voilà, l'or de Tahiti en fait. Hein. Voilà. Hein, l'or parfumé même. L'or parfumé de Tahiti. Voilà. C'est une petite fleur avec un parfum puissant. Et d'ailleurs, dès que tu arrives à l'aéroport, forcément, on a dû te la mettre dans la main. C'est une magnifique fleur, effectivement. On apparaît arrivé à l'aéroport d'un superbe collier de fleurs de Tiare pour souhaiter la bienvenue, une bienvenue parfumée. C'est magnifique. On peut te suivre là pour la cueillette? D'accord. Alors c'est quelque chose, tu vois Stéphane, c'est une cueillette qui est très traditionnelle puisque la main de l'homme ou de la femme interviennent forcément. Donc c'est pas mécanisé.
Les doigts, il n'y a pas de machine. Voilà, Avec le doigt et les doigts. voilà, comme ça. D'accord. Juste en dessous, appuie le on pique. pouce et on soulève l'index. On appuie sur le pouce et on soulève l'index. C'est ça? Oui. Et il faut... Ah, j'ai pris la feuille avec, ça va pas être bon. Hein. Je vais pas être un bon ramasseur. Hein. Non. Et cette recette du monoeil existe depuis combien de temps? Des millénaires. Des millénaires. Oui. Donc c'est transmis là aussi de façon orale, de génération en génération. C'est transmis de famille en famille, c'est transmis de localité en localité. Par exemple, suivant les archipels où tu te retrouves, tu vas avoir des monoeils un peu particuliers qui ont des spécificités. Et toi, tu as développé avec ton entreprise d'autres types de monoeil avec d'autres types de plantes. Alors on s'est inspiré, nous industriellement, de recettes traditionnelles, mais aussi on a modernisé l'image du monoeil où on a apporté des choses un peu plus rigolotes ou plus intéressantes en termes de soins. On fait un monoeil à l'ananas naturel de Moorea, on fait un monoeil au café des Australes parce qu'il faut savoir qu'il est cultivé un arabica là-bas sur place. Et après on a des recettes très traditionnelles comme la recette du monoeil au Umurei. Donc on a fait un mix de la modernité et voilà, de la mais en tradition. utilisant par contre des matières qui proviennent du terroir, entre guillemets, polynésien. Obligatoirement. Et nous, on a décidé, donc, il y a 2 ans, Stéphane, de s'investir dans l'agriculture. Comme dans le reste du monde, à Tahiti, la permaculture fait son entrée dans les plantations de l'île. Une nouvelle voie que souhaite explorer Olivier pour cultiver la fleur de tiare utilisée dans la fabrication du monoeil. Donc là, Stéphane, on arrive à Whenua-Hautul, donc la fameuse parcelle en permaculture. Donc, on a innové un petit peu dans ce schéma agricole, puisqu'on s'est tout de suite mis sur un modèle bio et de permaculture, qui nous permet aujourd'hui, on l'espère d'ici 2-3 ans, d'être les premiers à pouvoir proposer sur le marché de la fleur ornementale ou industrielle la première fleur de tiare Tahiti bio. Bravo. Je te propose qu'on aille faire un petit tour. Ouais. Alors on va aller voir ensemble, Stéphane, un pied un peu modèle qu'on a mis en place. On est suivi par un ingénieur agronome qui nous a indiqué un petit peu tous les prérequis pour avoir une parcelle bio. Et là, tu vois, un pied qui a à peu près 2 ans d'âge, sans ajout d'engrais chimiques, sans pesticides, rien du tout, ça donne ça aujourd'hui. Donc, si on peut regarder ensemble un petit peu comment ça se constitue, le milieu qu'on y a reconstitué, les coques de tamanou qui sont le résidu du concassage de la noix. Donc on va utiliser à l'intérieur de la noix l'amande qui va produire l'huile. Oui. Et on a à l'extérieur La coque. La coque qui est La du bogue, en liège fait, hein. pratiquement et qui va petit à petit se dégrader. Donc là tu as un joli petit bouton qui est prêt à être cueilli pour la fabrication du On va monoeil. demander à Juliette qu'elle vienne. Ah oui, obligatoirement, elle a le geste qu'il faut. Voilà. Et puis ça, c'est vraiment la fleur que les femmes portent traditionnellement à Tahiti. Il fallait À qu'elle soit l'oreille. ouverte, du coup. Ouais. Tout à fait. Traditionnellement, dans un flacon de monoeil, tu retrouves une fleur séchée de tiare D'accord. pour donner l'authenticité et l'origine aussi du produit. Donc voilà, on dispose sur le séchoir les fleurs en vrac et on va les sécher naturellement par le soleil. Et là, tu vas mettre une fleur de tiare comme ça dans le flacon. Dans le flacon, voilà. Pour montrer que c'est le tiare, enfin le monoeil traditionnel. Si tu veux découvrir comment se fabrique le monoeil traditionnel, je peux t'emmener voir Robert. Et tu vas voir, c'est un des rares artisans qui continue à fabriquer de façon artisanale le monoeil. Ah bah avec plaisir. Super. Tu m'emmènes ? Allez, on y va. On y va. Tu vas te rendre compte, Stéphane, de la méthode traditionnelle. Elle est quand même un peu différente de la méthode industrielle. On ne part pas dans la méthode traditionnelle de l'huile de coco directement. On part de la pulpe de coco, du coco râpé. Ensuite, la fleur de tiare, elle n'est pas forcément cueillie au même stade. Ce n'est pas le stade de bouton, mais c'est plutôt la fleur ouverte. D'accord. On a plein de façons de faire du monoeil, mais tu vas voir, je vais te présenter Robert. Il a l'habitude de faire du monoeil traditionnel avec plutôt du tiare Tahiti. Yarana Robert. Yarana. Tu vas bien? Moi, Alors Robert, tu peux nous montrer comment se confectionne le monoeil traditionnel? alors, tout d'abord, il faut avoir des cocos germés. 50 cocos, moi je fais d'abord 50 cocos au départ. Et des fleurs de tiare Tahiti, de Bernard l'ermite.
Voilà. Du Bernard l'ermite. Oui, Bernard l'ermite, oui. Voilà. Ça, c'est vraiment l'originalité du Monet traditionnel. Ils utilisent le Bernard l'ermite ou des fois la tête de chevrette, tout simplement parce que ça contient une enzyme naturelle et que ça va favoriser la réaction d'exsudation de l'huile de la pulpe de coco. La pulpe de coco, d'accord. C'est pour la réaction de pulpe de coco. C'est pas la fleur de diarrhée, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est vraiment une réaction un peu de fermentation qu'on provoque la pulpe de coco et ça lui permet de libérer plus facilement son huile. D'accord. C'est peut-être ça. Là, tu siffles, Robert, pourquoi, là? C'est là, je crois qu'avec le son du vent ou du bruit, hein, là, il ça sort. le fait sortir. Bon, maintenant, si c'est un mâle, je ne sais pas s'il va sortir. Hein. Voilà. Mais celui-là, là, il est déjà... Hein, ouais. Il se débine déjà, celui-là. Ouais. Il y a trop de bruit, des fois, ils ne vont pas sortir. Hein. On appelle ça... Ah, celui-là, il sort, celui-là. Ah, celui-là, ouais. C'est un champion, celui-là. Celui-là, c'est un champion de course, oui. Ah ouais. Voilà. Et... Là, hop. Là. Voilà. C'est cette partie-là que j'ai besoin. D'accord. Voilà, au moins comme ça, hop. Laisse partir. Et tout ce qui est là-dedans, il faut que ça sorte. Et on commence à mélanger. Mélanger, oui. Voilà. Bon. Maintenant, je vais rajouter des fleurs. Et il faut combien de fleurs à peu près, Robert? Alors, pour rajouter des fleurs, il faut avoir beaucoup de fleurs. Il faut déjà au moins 2 paniers de fleurs. Alors, c'est surtout le moment plus important, c'est de râper le coco. Moi, je râpe toujours à partir de 7 h du matin. Ça peut arriver jusqu'à 13 h l'après-midi. Voilà. C'est fini de mélanger. Voilà. Allez, on met au soleil, comme ça. Ah, d'accord, au soleil comme ça. Voilà. Combien de temps? C'est long? Là, aujourd'hui, on a commencé le matin. Oui. Toute la journée, on mettait au soleil. Il y a déjà l'huile qui va commencer à couler. Mais je ne prends jamais de pleine nuit. Hein. Je laisse toujours pendant au moins une semaine. Là, je commence à prendre de... Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Ça fait très naturel, mais ça fait très alimentaire aussi. On a envie d'en manger presque. C'est presque un petit plat à manger, je trouve. Il y a un côté gourmand, hein? Il y a un côté gourmand, oui. Est-ce que tu as déjà vu d'ailleurs dans les pays que tu as visités ce type de tradition où on fait de la macération de plantes? Non, j'ai vu des recettes à base de coco pour des poissons, pour des choses comme ça. Donc le râpage des cocos, etc., notamment au Mozambique. Mais là, la macération de plantes avec le coco, j'ai pas vu, non. Surtout avec le Bernard l'ermite, c'est vraiment étonnant qu'il y ait cette réaction. En fait, tout le monde pense qu'on pratique de la sorte, où on utilise des Bernard l'ermite. Et aujourd'hui, la réglementation cosmétique, par exemple, nous interdirait d'utiliser des animaux. Donc on ne peut pas. Et c'est un très bon produit, le Monet traditionnel. Par contre, ça a consommé rapidement. Ça n'a pas une durée de vie éternelle. C'est pas stable. Voilà, c'est pas stable parce que quand on accélère la fermentation, on accélère un peu tout dans le processus de fabrication. Alors tu vois, Stéphane, pour utiliser du véritable Monet de Tahiti traditionnel, il faut venir en Polynésie. Je vois ça avec toute cette ancestralité représentée par Robert et sa râpe magique. Il ne faut pas le lancer. Accorde. Et les filles qui arrivent.
Stéphane, je pense que tu pouvais pas partir de la Polynésie sans te faire masser au Monoi, au Umuhei. Ah bah, je veux bien sentir avant tout. Bien sûr. Ouais. Je te laisse apprécier. Merci. Parfum très floral où il y a pas mal de choses effectivement qu'on a déjà senties ensemble. Hein, C'est notamment ça. Là, on a plus accentué le côté fraîcheur, aromatique. Tu peux? Vas-y, je t'en prie. Donc là, tu vas être massé de façon traditionnelle avec le massage polynésien. Non mais c'est bien, c'est que le massage, c'est un peu comme une balade sur une île ou quand on escalade une montagne et qu'on sent au travers de cette balade justement des fleurs, des arbres, des senteurs différentes. Et la différence, c'est que ces senteurs, elles sont apportées en plus sur soi et avec une pénétration via la peau. Et donc il y a un côté naturel qu'on ressent. Comme si on faisait une balade mobile. Toutes les odeurs que j'ai pu sentir au travers de ce voyage se retrouvent là, dans cette pièce, et notamment sur ma peau. Donc c'est bien agréable de retrouver ça, avec ce côté sensuel apporté par les Tahitiennes. Non, c'est vrai que c'est super de savoir que nos essences, notre richesse naturelle intéresse l'extérieur, qu'il y a moyen de faire découvrir à travers les odeurs la Polynésie et justement de développer ces nouvelles senteurs, ces nouvelles huiles, pouvoir les mettre en valeur dans différents parfums et faire connaître notre pays comme ça. De retour à Paris, Stéphane a pris rendez-vous avec James Healy, un créateur de parfums inspiré par la nature. Ce dernier livre ses inspirations en découvrant les échantillons rapportés par Stéphane. Alors ces matières, sache que c'est des matières que j'ai trouvées en fait dans le collier traditionnel marquisien qu'on appelle le collier Umuhei. Okay. Et donc il y a aussi bien des fleurs, des fougères, du bois de santal, il y a vraiment plein de choses dans ce bouquet. La plus emblématique de Tahiti et de la Polynésie, c'est la fleur de Tiare. Donc ça vient de Moorea, l'île qui est juste en face de Tahiti. Justement, j'aime bien parce que c'est comme un tubereuse, on peut dire, un peu plus minimal. Et moi, j'adore toutes les matières jasmin tubereuses. Donc là, ça tombe pile poil. En fait, commencer le travail de parfum, les idées viennent aussi des mémoires. C'est en travaillant sur un projet que ça nous donne l'idée d'un autre. Et tout est lié quelque part. Dans un fil, dans la mémoire. Mais moi, je trouve qu'entre les matières premières aussi, il y a des fils aériennes qui connectent une matière à une autre. Ouais. Donc, forcément, quand on travaille en matière comme celui-ci ou comme un vétiver, c'est très complexe, donc on pense d'autres. C'est souvent le mélange de matières premières naturelles comme ça, très complexes, avec des matières de synthèse qui fait quelque part respirer. Ça donne une ponctuation à l'extrait et c'est ça qui est intéressant. Donc je travaille plutôt dans ce sens-là, je pense. Et c'est souvent la problématique d'une nouvelle matière, c'est de rentrer sur un marché, ça prend du temps, ça prend quelques années avant qu'une matière puisse réussir. Mais il faut lui donner la chance, là je veux dire. Voilà. Ça s'appelle donc, c'est un fougère. Angiopteris, c'est une fougère géante, Erecta Angiopteris, et on a vraiment, je trouve, moi, des choses intéressantes. Tu peux sentir directement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'extraits, mais... Alors moi, c'est vraiment intéressant de sentir un fougère. En fait, ça ne sent pas du tout comme le fougère que j'avais
attendu parce que forcément, la fougère... On pense plutôt à quelque chose de vert, et là, pas du tout. Ça aurait dû être parfait dans un parfum que j'ai fait qui s'appelle l'amandière, qui est justement à ces notes d'amandes. Mais c'est pas, oui, mais c'est pas du tout l'amande qui est... C'est pas l'amande de colle blanche? Non. Non. Oui, ça serait marié parfaitement. Oui. Des choses qui jouissent dans le parfum, c'est juste de trouver des associations et c'est très stimulant en fait. Parce qu'en l'impression c'est très, très nouveau. Ce sont des nouvelles expériences et d'avoir véritablement des nouvelles expériences, c'est pas tous les jours qu'on peut les avoir. Donc on est très privilégiés. Depuis une vingtaine d'années, je reste un novice et j'aime apprendre. Et donc pouvoir enrichir la palette du parfumeur en disant voilà, je vous amène une note fougère. C'est une fougère en Diopteris erecta, c'est issu de tel endroit, etc. C'est fait dans... C'est ça qui est génial. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce qu'on rajoute une histoire aussi. Hein, ça. Ouais, enfin, c'est clairement rien à voir avec la fougère. Et c'est un beau challenge, justement. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut faire réussir une matière comme ça dans la parfumerie?